à travailler parce qu'il n'y a rien eu entre 76 et 96. C'est depuis 96 seulement qu'on repart. Et donc jusqu'à cette époque-là, on ne travaillait que sur les images. Les Vikings, selon les hémisphères, ont montré des choses marrantes. Ici, ça montre un hémisphère qui est bourré de cratères d'impact, je vais revenir là-dessus. Mais de l'autre côté, beaucoup de signaux montrent qu'il y a eu une activité importante. Qu'on retrouve ici, le Grand Canyon de Valle Marineris, les grands volcans à gauche. Et quand je dis des grands volcans, ce sont vraiment de très grands volcans. Vous savez que les volcans martiens, il y en a peu, mais de très grandes dimensions. La taille de cette image, c'est la France, hein, c'est 1000 km. Ce sont des volcans qui font 600 km de base, 25 000 mètres d'altitude. Quand on dit des volcans géants, on peut expliquer d'ailleurs pourquoi et comment. Mais il y a quelque chose de trompeur d'ailleurs là-dessus, parce que comme les volcans sont géants, les gens ont pensé que le volcanisme martien, et c'est normal quelque part qu'on le pense, était essentiellement dû à ces volcans. Eh bien, paradoxalement, je ne vais pas avoir le temps d'en parler ici, le volcanisme par les volcans était très peu efficace. Les volcans ont craché un certain nombre de fois, mais pas énormément. Il y a eu beaucoup d'actions volcaniques, mais pas tellement par les volcans, mais par la croûte elle-même qui s'est soulevée, j'en dirai un mot ou deux, et qui a fait cet énorme complexe qu'on appelle Tarsis, et ça a été très important. Puis il y a eu d'autres images, je ne vais pas en parler comme ça, comme des cratères où vous voyez à droite, des gens voyaient du clair et du sombre, c'est surtout pour illustrer comment une image peut être trompeuse, et les gens étaient persuadés que ça c'était des sels, et que c'est là qu'il faudrait aller se poser pour aller chercher du vivant. Bon, on a montré que ça n'avait pas de sens et que c'était pas ça. Mais surtout, cette sonde, les deux orbiteurs Viking ont montré des choses comme ça, à savoir ce qu'on a appelé des structures fluviatiles. Il n'y a rien qui démontre que quelque chose a coulé, mais ça ressemble vraiment. Il n'y a rien qui démontre que c'est de l'eau qui a coulé, mais on l'a montré bien plus tard. Et ça a été très mal interprété, ces choses-là, parce que quand vous voyez ça, comme on dit, c'est vraiment le Canada Dry d'un fleuve. Bon, les plus jeunes ne savent pas ce que c'est que le Canada Dry, mais les plus anciens leur expliqueront que ça ressemble à un sien, ça ressemble vraiment à des fleuves. Mais quand on voit un fleuve sur Terre, on se dit, ben voilà, il y a un fleuve même asséché, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a de l'eau qui a coulé, mais on sait que sur Terre, c'est trivial de le dire, un fleuve, ça naît quelque part, ça prend sa naissance quelque part et ça se jette quelque part. On ne le dit pas, mais c'est vrai. Eh bien, sur Mars, le problème, c'est qu'on ne sait pas si ça prend sa naissance quelque part, certainement, mais on ne sait pas où, et surtout, on ne sait pas si ça s'est jeté quelque part. En d'autres termes, voir un fleuve qui, à cause de l'analogie terrestre, semble dire qu'on entretient forcément les étendues pérennes d'eau des mers et des océans, ça peut très bien exister sans entretenir des structures pérennes. Et pendant très longtemps, les gens voyant ça se sont dit, ben voilà, non seulement il y a de l'eau qui a coulé, mais il y avait de l'eau massivement là, et les gens ont cherché où ça s'est jeté. Je vous ai montré tout à l'heure une image où ils ont dit, ben voilà, c'est dans les terrains les plus bas forcément, donc il y a eu un océan. Et il suffit d'aller se poser sur cet océan et on va forcément trouver les reliques de ce qu'ont pu être les premiers temps martiens avec de l'eau. Comment est-ce qu'on saurait qu'il y a des océans? Parce que s'il y avait du gaz carbonique qui se serait dissous comme sur Terre pour faire des carbonates, et de même que sur Terre, c'est dans les carbonates, dans les calcaires qu'on trouve des fossiles de toutes les petites espèces qui étaient dans la flotte, et bien on va trouver ça là-dessus. Je vais vous le montrer, ils sont posés dans tous ces endroits-là, on n'a jamais rien trouvé. Parce que vraisemblablement, et c'est ça qui est intéressant avec Mars, au moment où l'eau a coulé ici, c'est ça que je vais vous dire mieux dans quelques instants, mais je peux déjà vous le dire, quand l'eau a coulé ici, l'eau n'était déjà plus stable comme un liquide à la surface. On peut imaginer un processus qui va mettre de l'eau liquide à la surface. Si vous mettez de l'eau liquide à la surface, ben elle va dévaler les pentes, elle va faire ce genre de choses. Mais si elle n'est pas stable parce que la pression est trop faible, en même temps qu'elle dévale la pente, elle s'évapore, elle va arriver en bas, parce que ça prend du temps de changer de phase. C'est ça qui est bien, c'est la preuve que l'été, vous pouvez boire de l'eau, si vous revenez le lendemain, il est vide, votre verre, mais au moins ça prend du temps, ça prend une nuit. Eh bien, vous pouvez faire dévaler des pentes à de l'eau, sans pour autant qu'elles entretiennent quelque chose d'étendu pérenne. Pourquoi? Parce que si l'eau n'est pas stable, eh bien, elle va percoler dans le sol, elle va s'évaporer, et vous n'avez plus la trace. Et c'est exactement ça qui s'est passé à ce moment-là pour ce genre de structure. Alors, exemplaire de ça, il y a la surface de Mars. Il y a une sonde, je vous montrerai tout à l'heure, qui a fait de l'altimétrie de manière remarquable, et bien sûr, avec un code en couleur un peu biaisé. Vous voyez pourquoi ils ont mis en bleu ce qu'il y a de plus profond et en rouge ce qu'il y a de plus élevé. Mais on voit des structures comme ça, avec ce qu'on appelle des vallées de débâcle, comme si vraiment il y a des grands fleuves qui avaient coulé. Alors, je n'ai pas de pointeur, mais vous imaginez ce que je veux dire. Il y a des endroits comme ça qui ont coulé, avec ces grandes vallées, dont une qui s'appelle Ares Vallis. Et ils ont été mettre Pathfinder ici, et on comprend bien pourquoi ils ont été mettre Pathfinder là-dedans. Si vous pensez qu'il y a de l'eau qui a coulé, qu'il y avait un océan un jour qui s'est retiré, vous voulez savoir ce qu'il y a, c'est là que vous allez. Et effectivement, 20 ans après Viking, les deux sondes, enfin la sonde qui est partie, qui s'appelle Pathfinder, est partie là-dedans. Et voilà l'image de cette image phénoménale qui a été prise en 96-97 quand ils sont arrivés, du panorama avec Pathfinder. Pathfinder, vous le voyez, près d'un petit caillou. Alors bien sûr, ça ne vous donne pas l'échelle. L'échelle, c'est que le petit Pathfinder, il est grand comme mon portable. Hein. C'est tout petit, en fait, cet engin-là. Le caillou là-bas, il fait 50 cm.
Mais ils se sont dit, voilà, cette sonde-là, cette mission-là, c'est une mission technologique, qui était faite pour retester les fameux airbags, etc., que vous connaissez maintenant. Avant, ce n'était pas des airbags. Donc ils ont testé comme ça. Il n'y avait aucun instrument de mesure dessus. Et il se trouve que 96, c'était l'époque où, avec les soviétiques devenus russes, on fabriquait une très grosse mission qui s'appelait Mars 96. Les Français étaient très impliqués dans cette mission-là, les Américains un tout petit peu, pas beaucoup. Et ils ont vu que sur la mission Mars 96, on avait des instruments tout petits, dont un fait par les Allemands, qui s'appelle un APX. Vous posez ça à la surface et vous avez la composition sur quelques millimètres par les éléments majeurs, par la fluorescence X, c'est pour ça que ça s'appelle APX. Et ils ont demandé est-ce qu'ils ne pourraient pas en embarquer un. On leur a dit d'accord, mais c'est vraiment celui, c'est les Allemands qui leur ont filé, mais vous prenez un modèle de rechange, c'est-à-dire qu'on ne le change pas. Et il se trouve que ce modèle-là, ils l'ont mis sur leur petit Pathfinder, mais il n'y avait pas la place sur le Pathfinder à côté de la caméra, il était de l'autre côté. C'est pour ça que vous voyez là-haut, vous voyez qu'il y a toujours des ronds là dans les traces. Pourquoi il y a des ronds? Parce que le Pathfinder, il allait faire une image, il revenait, il fait 2 demi-tours et puis il retournait de l'autre côté pour aller analyser ce qu'il avait vu. Parce que rien n'était prévu pour ça. Eh bien, cet instrument qui a été le seul instrument de mesure sur cette mission, elle a montré ce truc incroyable qui est que à l'endroit où ça s'est posé, là où on a vraiment l'impression que tous ces cailloux ils proviennent de l'eau qui a déferlé et que ça devrait y avoir de l'eau, il n'y a pas une seule roche sédimentaire, il n'y a pas un seul composé qui dit qu'il y a de l'eau qui a coulé là-dedans. C'est que de la lave basaltique. Et ça, bien sûr, c'est resté un grand point d'interrogation jusqu'à maintenant, qu'on a maintenant résolu. Je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'il y a de l'eau qui coule qu'elle est stable. Vous pouvez avoir des arrivées massives de flotte, mais elle ne va pas rester. Or, pour le vivant, bien sûr, ce qui compte, c'est pas que de l'eau coule, c'est que de l'eau reste. Et l'eau n'est pas restée à cet endroit-là. Donc l'exploration, elle a continué essentiellement en orbite. En 1997 avec une sonde américaine MGS, en 2004 avec la sonde européenne Mars Express et ensuite avec la sonde américaine MRO. Et c'est vrai que ce sont ces missions qui ont vraiment changé beaucoup de choses. Et on est encore là-dessus, et Mars Express comme MRO travaillent toujours. Elles étaient prévues pour très peu de temps. Mars Express, on l'a envoyé en 2003 pour une année martienne. Ça aurait dû s'arrêter en 2006. Et la nuit dernière, on a encore reçu des données en provenance de cette mission. C'est extraordinaire. Et je vais vous montrer comment ça a changé les choses. En particulier avec ces instruments, Omega sur Mars Express et CRIN sur MRO, qui pour la première fois, ça ne se faisait pas avant, ont la capacité de faire ce qu'on appelle des cubes images, c'est-à-dire des images pour lesquelles sur chaque élément, sur chaque pixel, vous avez une troisième dimension qui est le spectre. Et pourquoi le spectre? Et en plus dans l'infrarouge, parce que par les couleurs, vous avez la composition. Pour la première fois, on est capable de coupler la composition de chaque point que vous voyez à la surface de la planète. On peut mesurer la composition sur la surface et dans l'atmosphère. Et bien sûr, ça change les choses. Il faut imaginer que jusqu'alors, on ne faisait que de la photogéologie, c'est-à-dire qu'on essayait de comprendre des processus à partir des structures, comme je l'ai dit, les fleuves, etc. Mais c'est difficile. Un fleuve que vous voyez, vous ne savez même pas encore une fois que c'est de l'eau qui a coulé. Là, tout d'un coup, on a la composition. Bien sûr, ça raconte une histoire. La composition, toutes les glaces sont blanches, elles réfléchissent, mais une glace, selon que c'est du CO2, CH4 ou NH3, ça ne vous dit pas la même histoire. Toutes les caillasses sont grises, mais selon que c'est un carbonate, un silicate, un sulfate ou une argile, ça vous raconte une autre histoire, bien sûr. Donc, du jour, on a été capable de mesurer la composition, et on a été, à partir pour la première fois, vraiment à l'échelle globale, avec cette mission Mars Express, ça a changé beaucoup de choses. Alors, première chose qu'ont fait les Américains avec cette sonde MGS, ils ont fait ces deux globes, tout à fait remarquables, ils ont fait plein d'autres choses, bien sûr, mais ces hémisphères-là, ces planisphères-là ont été faits, pas des planisphères, mais avec un code de couleur qui vous donne donc l'altitude, à nouveau, avec le bleu en bas et le rouge et le blanc en haut. Mais vous voyez tout de suite quelque chose, c'est que grâce à ça, vous voyez qu'il y a une très grande diversité de terrains à la surface de Mars, et ces terrains, quand on a pu les regarder de près, eh bien, ils ont été accumulés tout au long de l'histoire de cette planète. Vous voyez entre autres à droite, la moitié de Mars est bourrée de cratères d'impact, je vais revenir bien sûr là-dessus. Alors, pardon. Et donc, première chose que vous voyez, il y a du bleu au nord et c'est rouge au sud. Il y a une grande dichotomie de terrain. Il y a plus de 10 km de différence. Première question, pourquoi il y a ça? Alors, tout le monde n'est pas encore d'accord là-dessus. Je vais donner une idée qui est l'une d'entre elles simplement, mais qui me plaît bien, qui est la chose suivante. Ça, c'est un des petits dessins que j'ai fait faire pour illustrer un peu tout ça. Première phase dans la formation des planètes, on les fait grossir. On les fait grossir essentiellement par des petits grains qui deviennent des gros, donc c'est des collisions. Et les collisions, selon la vitesse de la collision, vont soit déboucher sur une accrétion, si la collision est plus rapide, soit au contraire sur de la destruction s'il y a des chocs plus violents. Si bien qu'à la fin de cette phase-là, vous faites grossir vos planètes, mais c'est un objet très cratérisé que vous avez, mais d'une manière à peu près homogène, parce que tout ça est très isotrope. Donc, au bout de quelques millions d'années, pas plus, vous aviez des objets comme ça. Eh bien, à la fin de ce paquet de quelques millions d'années, il s'est passé dans la cavité solaire un truc tout à fait important, beaucoup d'entre vous le savent, bien sûr, qui est que,
quelques millions d'années, dans la cavité solaire, il y avait peut-être une cinquantaine de ce qu'on appelle des embryons planétaires, c'est-à-dire des objets qui faisaient quelques milliers de kilomètres, qui étaient tous entre donc l'orbite de Mercure et puis l'orbite de Mars, à peu de choses près. Et donc ce qui a dominé à ce moment-là, c'est la collision dans ces gros objets. Il y a bien sûr plein de petits objets aussi, mais la collision de ces gros objets a été dominante. Et bien sûr, lorsque vous aviez un choc frontal d'objets comme ça, ben les deux ont disparu. C'est comme ça que l'essentiel de ces embryons planétaires ont disparu. Il ne reste que 4 planètes. Mais selon la géométrie du choc, vous pouviez avoir d'autres cas de figure. Et donc, ces chocs, c'est ce qu'on appelle des impacts géants, bien sûr, puisque c'est des objets quasiment de la même taille qui sont entrés en collision. Et on sait que pour la Terre, il y a eu une collision comme ça, avec une géométrie tout à fait particulière, puisque si la géométrie était frontale, les deux auraient disparu, parce qu'on est convaincu que ce qui a impacté la Terre, c'est un objet qui avait une masse supérieure au 10e de sa propre masse, plus gros que Mars aujourd'hui. S'il avait été frontal, les deux auraient disparu. S'il avait été trop tangentiel, les débris auraient été tellement rapides qu'ils auraient quitté l'attraction de la Terre. La géométrie du choc a fait que l'essentiel des débris s'est retrouvé en orbite autour de la Terre, capturé par la Terre. Il y a eu énormément d'effets de cet impact. Par exemple, la température de la Terre est montée à plusieurs milliers de degrés. Toute la Terre est devenue un océan de magma. Toute la Terre. Un énorme océan de magma, à partir duquel, bien sûr, vous avez tout refroidi, fait la différenciation. Ce qui s'est passé avant, on en a perdu la mémoire. Cet océan de magma était tout à fait fondamental. Pourquoi? Parce que, comme vous allez le voir après, une grande partie de la Terre, à ce moment-là, avait récupéré de la glace qui venait de loin et était bourrée d'eau, mais sous forme de glace, depuis à peu près 3000 jusqu'à 6000 km. Ce magma fabriqué par là n'a pas expulsé l'eau, contrairement à ce que souvent on entend dire. Un magma, ça n'expulse pas l'eau, c'est le contraire. Un magma retient l'eau, l'eau adore les magmas. Mais quand le magma a commencé, bien sûr, à se refroidir, là, il a expulsé, en se contractant, l'eau qui est remontée à la surface. Et l'eau dont on parle ici, c'est de l'eau qui est arrivée avant, par des bouts de comètes essentiellement qui sont arrivés, par de la glace formée grand, et qui, par cet impact-là, a été ramenée jusqu'à la surface. Mais quelle était cette surface? Cette surface, elle procédait de ce qui est retourné à partir de cet anneau qui s'est formé autour. Et cet anneau autour, une grande partie de cet anneau, c'est du matériau qui, en se recondensant, a donné naissance à la Lune. La Lune est née de la réaccrétion de matière, et comme je l'ai dit, avec un effet extraordinairement important sur le devenir de la Lune, de la Terre après. D'autant plus que là, cet anneau était tout proche, donc la Lune était tout près. Il y avait un énorme effet de marée, un effet de marée sur cet océan de magma. Vous imaginez donc un magma, des vagues et tout, de l'eau qui revient et qui arrive à humidifier suffisamment le magma pour que, parce qu'il est humide, la tectonique de plaques puisse prendre naissance. Comme vous savez, vous augmentez la fluidité en mettant de l'eau dans un magma. Donc une grande partie de l'activité de la Terre procède réellement de ce qui s'est passé dans cet impact. Bref, on pourrait être plus long encore, mais vous voyez que cet impact a été majeur puisqu'il a fabriqué entre autres une atmosphère de la Terre qui est exactement ce qu'il fallait pour que l'eau arrivant à la surface soit au-dessus de ce qu'on appelle le point triple, celui où le liquide peut être stable, et en dessous du point critique qui arrive quand on a plusieurs centaines de bars. S'il n'y avait pas eu ce choc, on avait plusieurs centaines de bars de CO2 comme sur Vénus et on n'avait pas d'eau liquide non plus. On était pile entre les deux. Donc cet impact a été fondamental pour la Terre. Et la question c'est est-ce que sur Mars il n'y a pas eu la même chose? Eh bien une grande partie des gens qui pensent à l'origine de la dichotomie le pensent comme ça. La dichotomie martienne, c'est le résultat aussi d'un impact comme ça. Ces impacts ont été très généraux dans le système solaire. Mais à nouveau, si je le dis, c'est pour que vous voyez que dans le cas de Mars, la géométrie de l'impact était différente parce qu'il n'y a pas eu un océan de magma global puisqu'on a gardé la cicatrice de l'impact après. Donc, il n'y a pas eu de renivellement après puisque la dichotomie doit venir de là. Et donc, cette géométrie était très particulière. Et d'ailleurs, ça a fabriqué aussi des lunes, mais beaucoup plus petites. Phobos et Deimos sont toutes petites comparées à la Lune. Et il n'y a pas eu d'effet gravitationnel des lunes sur Mars. Et c'est pourquoi Mars a eu un climat qui a évolué énormément à cause de la variation de l'obliquité qui ne pouvait pas être bloquée, comme pour la Terre, par la présence d'une lune de grande masse. Le système Terre-Lune est tout à fait unique comme rapport de masse du satellite par rapport à la planète. Il y a des satellites autour de toutes les planètes quasiment, mais le rapport de masse est tout à fait particulier dans le cas du système Terre-Lune à cause à nouveau de la géométrie de l'impact qui s'est passé au bout de quelques millions d'années. Donc cet impact, on était content de le voir sur Mars, vous allez voir qu'il y a d'autres manifestations de ça, parce qu'il rend compte de la même réalité qui est une réalité très générique dans le système solaire. Et ça donne, pour la première fois ce soir, cette idée que je crois importante, tous les processus responsables de l'évolution sont génériques. Il n'y a rien eu de particulier pour la Terre, les collisions sont pareilles, les interactions sont les mêmes. C'est la forme que prennent ces processus génériques qui sont différents. La Terre a eu le même type de collision que Mars, que Vénus et de Mercure, mais la forme qu'ont pris chacun de ces processus-là a été particulier à chaque objet. Donc, on a eu
on a eu cette phase avec ce bombardement majeur à la fin de ces quelques millions d'années. Et puis on voit qu'à la surface de Mars, il y a tous ces terrains cratérisés. La moitié de Mars est cratérisée. Et si je prends un petit paquet ici et que je l'agrandis, voilà cette image. Je prétends que si je vous donne cette image sans légende, vous n'avez pas de moyen de savoir si c'est de la Lune, du Mars, du Callisto, un astéroïde. Parce qu'à nouveau, tous les objets planétaires étaient comme ça il y a 4 milliards d'années. Si on a fait une photo de la Terre il y a 4 milliards d'années, la Terre aussi était comme ça. Et bien sûr, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui essayent de travailler sur les effets possibles de ce qui s'est passé à ce moment-là. Le fait que la Terre ne soit plus comme ça, c'est pas que la Terre n'a pas été bombardée. Ce qui différencie les objets selon qu'ils sont ou pas cratérisés, c'est pas qu'ils ont ou pas subi cet effet, c'est qu'ensuite ils ont ou pas effacé la mémoire de cet effet. Et donc, ce que nous dit Mars, c'est que sur la moitié de cette surface, elle a gardé la mémoire de cette phase-là importante. La même qu'on voit sur 80% de la Lune. La Lune, c'est 80%, Mars, c'est 50%, et la Terre, c'est 0%. Alors, vous allez voir, on voudrait savoir quand ça s'est fait. Et surtout, après, est-ce que ça a modifié la composition? Quand d'abord? Et donc là, j'ai fait un petit diagramme où à gauche, c'est au début 4,6 milliards d'années et à droite, c'est aujourd'hui. Et c'est pour mettre l'accent sur quelque chose que je crois très important, qui est que les premières centaines de millions d'années de l'évolution du système solaire ont été dominées par une histoire de bombardement absolument extraordinaire, pour lequel aujourd'hui seulement on commence à travailler. Et là, je vous donne les âges, JA voulant dire milliards d'années. Donc vous voyez, le bombardement, c'est typiquement de 4,5, 4,6 jusqu'à 3,8, 3,9 milliards d'années. Et alors, pendant très longtemps, les gens ont dit, ben voilà, au début, il y avait plein d'objets, et puis si je représente ici le taux d'impact au cours du temps, ce qui est en orange, c'est ce qui se passe avec les météorites actuelles, c'est-à-dire les collisions dans les astéroïdes qui nous donnent le bombardement de météorites, donc un flux très faible. Au début, c'était un flux qui, quand on regarde les surfaces cratérisées de la Lune, de Mars, était plus de 10 000 fois supérieur à ce qu'il est après. Ça bombardait vraiment très fort. Et les gens pensaient que c'était un flux très élevé qui a chuté d'un coup quand il n'y avait plus de candidats, bien sûr. Et on sait maintenant, on croit savoir en tout cas, que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu 2 grandes phases dans le bombardement. Je ne vais pas avoir le temps d'expliquer vraiment pourquoi, mais il y a eu 2 grandes phases. En rouge, c'est ce qui s'est passé tout au début qui a donné naissance aux planètes elles-mêmes. Et il y a eu une deuxième phase ici qu'on appelle le bombardement tardif, qui en fait est responsable de tous les cratères que l'on voit à la surface des planètes. Quand vous voyez la Lune, c'est ça que vous voyez. Quand vous voyez Mercure, c'est ça. Et quand vous voyez Mars, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est ça que vous voyez. Vous voyez cet événement tardif essentiellement. Pourquoi vous ne voyez pas l'autre? Ben, essentiellement parce que cet événement, il a masqué tout le reste. Et donc, première information qu'on voit ici, c'est que ce bombardement, il a obscurci la mémoire de tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire du premier demi-milliard d'années. Et comme vous allez le voir, c'est vrai pour tous les objets, sauf un, qui est Mars. Mars donne accès à ce qui s'est passé avant. Et donc, si je représente toujours sur ce schéma-là, accrétion les premiers millions d'années, ça donne ça. L'impact géant à la fin de cette époque-là. Et puis 500 millions d'années plus tard, des grands bassins. Et ce sont ces grands bassins qu'on voit aujourd'hui à la surface de Mars, qui s'appellent Hellas, Argir et Isilis, peu importe, qui font, c'est des bassins de 1000 km de large, qui sont tout à fait équivalents aux grands bassins qui sont formés sur la Lune aussi, et qui ont été ensuite remplis par de la lave, et c'est ça qui a donné naissance à ce qu'on appelle les mers lunaires. Donc voilà les grands bassins du LHB, l'été du bombardement, la phase de bombardement tardif. J'ai fait quelques dessins ici pour que vous voyez comment ça s'est passé pour expliquer les choses. On a eu ce bombardement, et quand il y a eu ce bombardement, les cratères, bien sûr, n'étaient pas pleins. C'est pénible, hein, ce micro, vous m'entendez? Ah bon. À la fin de cette phase-là, donc vous avez vu qu'elle s'est passée, on va dire, aux alentours de 4 milliards d'années, il y a eu tout ce bombardement.